je vous propose de commencer et puis on aura les participants, peut-être d'autres participants qui se connecteront progressivement. Donc à nouveau, très heureuse de vous inviter à cette septième conférence en ligne, les rendez-vous de résilience. Cette fois-ci sur une thématique dans l'air du temps, à savoir les fêtes de fin d'année. Parce qu'on est conscient que ça peut être un moment complexe à appréhender pour vous, patients atteints de cancer, ainsi que pour vos proches. Euh, Normalement, c'est souvent une période d'apparence joyeuse et festive où on va retrouver ses proches, sa famille, ses amis et célébrer cette fin d'année dans la joie autour d'un bon repas. Et effectivement, dans cette réalité maladie, ça peut s'avérer un temps d'appréhension, d'inquiétude, voire de peur, de par la maladie, ses conséquences, notre situation, des sujets X ou Y qui peuvent venir nous parasiter la tête et le cœur et nous apporter des soucis. Donc, l'idée de cette conversation ce soir est de pouvoir, entre guillemets, désamorcer tous ces sujets qu'on associe à cette fin d'année, à ces fêtes de fin d'année, pour que vous puissiez effectivement passer des fêtes qui soient les plus douces et les plus joyeuses possibles. Donc, pour interagir avec vous ce soir, donc à la fois comme d'habitude, donc c'est notre binôme qui fonctionne, Anne-Sophie et Fanny. Donc je me présente, moi c'est Anne-Sophie. J'ai créé une association de patients pour les 13-30 ans face au cancer il y a 10 ans. Et depuis, j'étais très engagée sur les sujets patients et les sujets cancer. Je me base ce soir pas seulement sur ma propre expérience personnelle, je parle au nom des milliers de patients et de retours collectés sur le chemin depuis 10 ans. À mes côtés pour ces rendez-vous, j'ai la chance d'avoir mon binôme, notre super docteur Fanny Jacques, qui est psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet, spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a ensuite été entrepreneur digital sur la santé mentale et a rejoint l'an dernier Résilience pour travailler avec nous sur des problématiques de santé mentale et cancer. Nous avons également en ligne avec nous Sarah, qui sera également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat, auxquelles nous répondrons toutes les deux. Petit avertissement, et merci d'éviter des questions concernant particulièrement votre parcours de soins à vous, étant donné qu'on est dans une approche générale et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions-réponses via le bouton Q et R. Je les partagerai à Fanny au fil de la conversation. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques petites questions de sondage pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder pour 2024. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Merci Anne-Sophie, toujours hyper efficace sur la présentation, j'adore, je te remercie. Bienvenue à vous toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous. Et donc en effet, ce soir, on parle des fêtes de fin d'année. Et alors ça me fait sourire parce que c'est une forme un peu on appelle ça en journalisme le marronnier. J'étais déjà ce matin conviée à une émission de radio qui parlait de ce qu'on appelle la natalophobie. C'est pas la peur de la natalie, la natalophobie, c'est la peur des fêtes de fin d'année. Donc déjà dans la population générale, les fêtes de fin d'année, la phobie, ça existe en fait, la phobie des fêtes de fin d'année. Il y a même un terme médical pour le dire. Il y a une telle pression qui s'exerce qu'il peut y avoir des personnes qui vont bien parfaitement par ailleurs, qui vont ressentir vraiment de la tension, de l'anxiété pour tout un tas de raisons à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Et donc, évidemment, encore plus quand on est une personne atteinte d'un cancer ou alors les proches. Hein, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont dédiées à l'entourage ce soir. Quand on sait qu'on va, par exemple, accueillir un proche atteint d'un cancer chez nous, et eh bien, ça va encore augmenter cette forme de pression parce qu'il va y avoir plein de défis à relever. Et donc, je pense que ce soir, notre conversation, elle va avoir un peu il va y avoir un peu trois bras. Quels sont les défis à relever? On va aussi répondre aux questions que vous nous poserez dans le chat. Et puis, évidemment, aussi quelques conseils, quelques petits trucs et astuces concrets pour relever ces défis. Pourquoi il y a des défis? Déjà parce que, évidemment, encore plus que
la population générale, c'est psychologiquement et émotionnellement très éprouvant, ces fêtes de fin d'année dans lesquelles on se retrouve avec nos proches et en l'occurrence normalement avec tous ceux que l'on aime. Et puis après, il va y avoir plein de peurs qui vont venir, la peur de l'apparence physique, la peur du regard de l'autre, la peur d'être fatigué, de pas gérer, de pas assurer, de pas pouvoir manger comme tout le monde, de se sentir isolé, la peur parfois financière, la peur de ne pas oser changer les traditions, la honte, la culpabilité. Bon, voilà, tous ces termes-là, je pense que les personnes qui nous écoutent, eh bien, ça vous parle et ce sont tous les sujets que l'on va aborder ce soir. Parfait. Alors, encore une fois, si vous avez des questions ou que vous voulez intervenir dans la conversation, n'hésitez pas à passer par le bouton Q&A. Donc, on va se baser sur un premier témoignage qu'on a reçu de Solange qui nous écrit, qui nous dit, d'habitude, tous les ans, on reçoit notre famille à la maison. C'est de l'organisation, de l'anticipation, du temps dans la cuisine aussi pour que tout soit parfait. Cette année, je ne sais pas comment appréhender les choses. Je ne veux déranger personne, mais je sais que c'est déjà insurmontable pour moi d'envisager d'accueillir à la maison avec mon mari qui a déjà tant à faire entre son travail, moi qui suis malade à la maison, le chien aussi à sortir. Je vois le temps qui file et je ne sais pas ni à qui, ni comment le dire sans froisser personne. Comment faire? Merci Anne-Sophie et merci Solange. Dans la question de Solange, je pense que c'est un petit melting pot de tout ce qu'on vient de se dire. Je vois vraiment toutes les thématiques dont on vient de parler. La première chose que je vois, et c'est vrai que les personnes qui souffrent de cancer, et on en parle beaucoup dans l'appli, il y a un programme même qui traite de ce sujet, c'est un peu la thématique autour de la culpabilité. Et ça, c'est difficile, c'est un sentiment que partagent bon nombre de patients. Ils se sentent coupables d'être de l'impression de gêner les autres en fait, de leur faire de la peine, de les rendre anxieux. Donc je rappelle que évidemment c'est pas la faute de la personne malade, c'est la faute de la maladie, ça n'a rien à voir. Et donc là il va y avoir ce truc de culpabilité, de bousculer les traditions familiales à cause de nous, alors qu'encore une fois c'est pas à cause de nous, c'est à cause de la maladie. Donc à force de trop vouloir en fait préserver les autres, à trop vouloir bien faire, eh bien, on va le faire à son propre détriment. Et puis parfois, il y a quelque chose de presque contre-productif à trop vouloir préserver les autres. On va les isoler et ça peut même les vexer. Solange, imaginez que ce soit un autre membre de votre famille qui soit atteint de cancer. Peut-être vous seriez vexé qu'il n'ose pas vous dire et qu'ils se disent qu'il va quand même tout organiser, qu'il va tout gérer, qu'il se mette comme ça un peu la pression. Je pense qu'en fait, ça vous rendrait triste. Vous auriez l'impression d'être mis à part ou qu'on pense de vous, Solange, elle peut pas comprendre. Donc, je pense que déjà, le point clé, et évidemment, on y revient beaucoup chez Résilience, mais c'est la communication. La communication, c'est la clé de communiquer votre inquiétude parce qu'en fait, vous voudriez que les autres membres de la famille fassent la même chose avec vous. Et d'ailleurs, peut-être, Solange, qu'ils se posent les mêmes questions et que peut-être aussi dans leur tête, ils se disent je ne vais pas en parler à Solange parce qu'elle a l'air de vouloir faire tout comme d'habitude. On ne veut pas la froisser, on ne veut pas la vexer, donc on la laisse faire. Mais sans doute, ils se posent aussi, ils ont les mêmes préoccupations. Est-ce que ça va la fatiguer? Est-ce que c'est surmontable? Est-ce qu'elle peut nous accueillir à la maison? Et sans doute, eux non plus n'osent pas demander. Donc vraiment, c'est à vous de lancer le sujet, de communiquer et surtout vraiment cette idée sur ces fêtes de Noël, et ça vient pour tout le monde, c'est de ne pas, de ne pas se forcer. Il faut vraiment s'écouter et ne pas se forcer parce qu'on peut se retrouver mal, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc, un des premiers gros conseils, c'est quand même de s'écouter. Et donc, Solange, pour répondre de façon tout à fait concrète à votre question, point 1,
communiquer à vos proches ce que vous ressentez, exactement comme vous venez de l'écrire. Vous pouvez même peut-être leur faire passer le sujet, comme ça ce sera une façon pour vous de communiquer. Et du coup, bah, ensuite, point 2, vous vous posez autour de la table et vous réfléchissez à une... On parle beaucoup de réinventer en ce moment les fêtes de fin d'année, c'est un truc un peu à la mode, bah voilà, bah vous allez réinventer la tradition, vous allez faire différent des autres années et ça va être très sympa quand même, ça va vous donner des bons souvenirs. Vous pouvez peut-être faire un goûter où chacun va amener quelque chose. Vous pouvez peut-être faire juste un apéritif ou un déjeuner. Vous pouvez peut-être faire en dehors de chez vous, peut-être au restaurant pour ne rien avoir à faire, ou peut-être vous pouvez aller voir un spectacle, aller vous faire un ciné, faire des jeux de société, regarder un film en famille. On n'oublie quand même pas que ce qui compte à Noël, c'est d'être tous ensemble et c'est le partage, c'est le moment de partage qui est important. Peu importe le lieu, peu importe ce qu'on mange, peu importe ce qu'on fait, c'est vraiment la notion d'être en famille ou avec ses proches, avec ceux qu'on aime. Et donc, on diminue la pression, on en parle et ça peut même être un jeu finalement de chacun imaginer, peut-être chacun peut donner une ou deux idées pour faire les fêtes autrement. Ouais, tout à fait, je suis complètement alignée avec toi, Fanny. Et je pense que quand on dit communiquer, il y a plein de manières différentes. C'est-à-dire que Solange, vous pouvez soit effectivement prendre la parole auprès de, 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 de votre conjoint, par exemple, ou de vos enfants, ou d'une personne de confiance dans votre entourage. Par exemple, votre frère, votre soeur, peu importe ce que vous avez l'habitude de convier chez vous chaque année et de faire cette confidence. Vous pouvez le faire par écrit. Si par exemple, il y a un groupe WhatsApp de la famille, c'est de le mettre dans le groupe WhatsApp ou juste à une personne qui se fera le messager auprès de votre famille. Il y a plein de manières de pouvoir faire remonter cette information. Et encore une fois, c'est tout à fait noble de vouloir prendre soin des autres et de pouvoir faire comme d'habitude. Mais en fait, ce n'est pas comme d'habitude vu que vous êtes malade et cette maladie est là. Et c'est à vous aussi à la fois d'être entendu sur cette réalité-là, et c'est tout à fait compréhensible en fait. Et une fois que vous aurez dit votre vérité, à savoir que vous ne pouvez pas recevoir cette année, chacun la prendra de son côté et fera proposition. Et comme disait Fanny, il y a plein de manières de réinventer Noël. Il peut aussi y avoir des contraintes médicales, par exemple, peut-être que le 24-25, vous serez en hospitalisation ou qu'il y aura des examens particuliers à faire qui feront que le 24-25, vous ne serez pas disponible. Dans ce cas-là, voilà, dans cette idée de réinventer Noël, c'est de ne pas forcément le faire à cette date. Cette date n'est qu'une date dans l'agenda, dans le calendrier. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, le faire mi-décembre ou mi-janvier ou début janvier, peu importe. Tout prétexte, toute date peut être prétexte à fêter Noël, tant que c'est juste pour vous, que vous serez en forme à cette date-là et que l'activité proposée vous convienne et soit adaptée à votre niveau d'énergie. Et effectivement, je pense que tant que les valeurs de Noël qui sont les vôtres. Donc, de ce que je comprends, c'est réunir vos proches et passer un moment joyeux en famille. Tant que ces éléments-là sont représentés et repris dans la date et l'événement que vous souhaiterez mettre en place, à partir de là, vous devriez pouvoir effectivement avoir les ingrédients pour passer un bon moment, vous autant que vos proches, puisque c'est encore une fois important que vous passiez autant que vos proches un bon moment sur ces célébrations de fin d'année. Voilà. Donc, on n'a pas de questions là encore dans le chat. Donc, je vais reprendre une autre question qui nous a été envoyée, enfin, un autre témoignage qui nous a été envoyé plutôt, de Pierre qui nous écrit: Cette année, ça me fout le bourdon tout ça. J'ai l'impression que c'est mon dernier Noël et ça ne m'enchante pas, mais alors pas du tout. Je ne peux pas le dire à ma femme, elle s'inquiéterait. Je ne peux pas en parler à mes enfants, ils ne comprendraient pas. Et mes petits-enfants encore moins. J'ai peur de mourir et en cette fin d'année morose, le moral est bas. En plus, j'ai une chimio prévue 8 jours avant et je ne sais pas comment je serai le 24 et le 25. Auriez-vous des conseils éventuels pour un vieux papy comme moi? Bon, en tout cas, Pierre, le vieux papy, il m'a l'air d'avoir conservé son sens de l'humour et j'aime beaucoup ça, c'est assez touchant. Eh bien,
j'en reviens, enfin, on va y revenir encore et encore. Je pense que quand même, là, dans ce soir, la conversation, elle va tourner beaucoup autour de la communication qui reste véritablement essentielle. Et Pierre, un petit peu le même sujet. Je pense que je lis dans votre témoignage, ça c'est une pensée automatique négative. J'aime bien parler de ça. Il en a plein, Pierre. Quand je vois ma femme, je lui dis pas parce qu'elle s'inquiéterait. Mes enfants, ils comprendraient pas. Mes petits-enfants, encore moins. Alors moi, je suis super heureuse si Pierre, il arrive à lire dans les pensées, mais hélas, je ne crois pas. Et ça, en fait, ça s'appelle une interprétation, Pierre, et on ne doit pas faire ça. Les pensées, ce ne sont que des pensées. Vous ne pouvez pas savoir, tant que vous n'en parlez pas, ce que les autres pensent. Alors évidemment, vous les connaissez, donc sans doute que vous avez quand même une perception, un ressenti, et je vous dis pas d'y aller comme ça à fond en mode bulldozer, mais malgré tout, je pense que c'est important de communiquer un petit peu sur vos états d'âme. Votre femme, oui, elle s'inquiéterait, mais encore une fois, je réponds comme j'ai répondu à Solange. Si vous inversiez la situation et que votre femme était malade et qu'elle ruminait tous ces sujets, vous seriez peut-être vexé ou pas très content qu'elle vous les partage pas. Et alors, si ça l'inquiète, enfin, votre femme, c'est votre compagne, c'est pour les meilleurs moments et les pires. Et donc, on se le dit aussi, vous pouvez pas passer votre temps à épargner tout le monde. Si ça inquiète votre femme, c'est pas grave, elle préfère, je pense, être inquiète et savoir. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez un petit peu communiqué sur vos états d'âme, eh bien, je comprends hein, votre difficulté et que ça vous mette le bourdon, comme vous le dites. Essayez de trouver, on dit toujours qu'il y a quand même du positif à trouver dans chaque situation difficile. Et donc là, moi, Pierre, ce que je vous dirais, c'est dites à vos proches que vous les aimez. On le dit jamais assez. Je ne sais pas si c'est votre dernier Noël ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un moment où vous allez vous réunir tous ensemble. Ça n'arrive pas si souvent et donc profitez-en, profitez pour parler de vos bons souvenirs. Regardez les albums photos, rigolez, parlez des anecdotes, dites à vos proches que vous les aimez. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, super important. Plutôt que de vouloir à tout prix les préserver en leur disant rien, ce qui part évidemment d'une bonne intention, mais voilà, dites vos émotions, même si je sais à quel point ça peut être difficile. Et puis, vous parliez de cette histoire de chimio à Anne-Sophie, t'en as parlé. Si vraiment la chimio, c'est un sujet et que vous ne pouvez pas décaler votre chimio, vous pouvez tout à fait décaler la date de Noël. Mais pour ça, il faut en avoir parlé à votre entourage. Vous pouvez le fêter différemment, vous pouvez le réinventer. Vous pouvez aussi, et ça on y reviendra, mais par exemple, vous impliquer dans la préparation et pas forcément être là tout le temps au moment. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez vous sentir mieux que d'autres par rapport à cette séance de chimio. Quand vous allez bien, souvent la préparation, c'est un super moment, parfois plus fort que l'événement en tant que tel. Faire la cuisine ensemble, mettre les guirlandes, etc. Donc il y a peut-être des moments, Pierre, où vous allez pouvoir vous glisser parce que vous vous sentirez mieux et avec de l'énergie. Et puis des moments où vous n'avez pas d'énergie, enfin, c'est OK de it's okay not to be okay, c'est ok de pas être ok, comme disent les Anglais. Vous prévenez que vous allez peut-être devoir vous éclipser pendant le repas pour aller vous faire une sieste. On ne peut pas savoir. Quand on a cette maladie, la problématique, c'est que la fatigue, elle peut nous tomber dessus d'un coup. On ne peut pas présumer de ses forces et qu'il ne faut pas se forcer parce que sinon on peut faire un malaise, on peut vraiment se sentir mal. Donc vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas anticiper. Donc ça, vous le dites à vos proches et vous vous autorisez, parce qu'une fois que c'est dit, c'est bien plus facile, vous vous autorisez à quitter la table, par exemple, si vous pouvez pas. Et encore une fois, vous vous autorisez aussi à changer la date. Ouais, complètement. Enfin, je pense déjà que, bah déjà, merci. Merci de nous confier tout ça, de témoigner effectivement voilà, de ces idées un peu noires qui vous traversent et qui sont légitimes, qui sont propres. Et déjà, pouvoir poser des mots dessus, c'est déjà une première étape. Donc, merci de nous faire confiance et de nous transmettre tout ça. Moi, j'aurais envie de vous faire un gros câlin et juste de vous inviter à revenir dans l'instant présent, en fait. Et je comprends que vous ayez ces projections et je comprends que le chemin avançant, vous vous interrogez sur tout ça.
Encore une fois, c'est normal et ça s'entend. Maintenant, moi, enfin, voilà, dans ce que dit Fanny, je pense qu'effectivement, revenir à l'instant et à l'instant présent et donc le jour où vous aurez à fêter Noël, que ce soit le jour de Noël ou une autre date, comme on dit tout à l'heure, de réinventer Noël et de décaler la date si effectivement vous n'êtes pas en forme et que ce soit un moment qui soit plus adapté, adéquat pour vous. Bah, c'est à ce moment-là d'être vraiment présent en fait et de chasser ces idées le temps d'une journée pour être pleinement présent auprès de vos enfants, vos petits-enfants, votre épouse, de pouvoir profiter de ces sourires, de ces fous rires, de ces histoires, de ces anecdotes que vous pourrez partager, que eux pourront partager, de ces moments passés ensemble. Effectivement, les albums photos, c'est toujours un prétexte à aussi, quand on se retrouve après plus ou moins de temps. Euh, et donc, je pense que voilà, pouvoir être vraiment dans ce moment-là, et puis viendra ce qui viendra après. Mais en tout cas, beaucoup de douceur. Et effectivement, par expérience, je sais que moi, quand je suis passée par là, euh, on était chez mes grands-parents, et donc j'avais un canapé sur lequel j'ai pu aller m'allonger à plusieurs moments de la journée parce que j'avais pas assez d'énergie pour rester avec tout le monde. Et c'était OK parce que tout le monde savait que j'étais malade. Et donc, j'ai eu des moments où, effectivement, je suis allée m'allonger, j'ai fait une sieste l'après-midi, et les moments où j'étais réveillée, on en a vraiment profité. Mais on était tous ensemble et c'était ça le principal. Donc voilà, encore une fois, on peut adapter, et tout est adaptable. Et tant que vous avez effectivement des gens compréhensifs autour de vous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si vous posez des mots sur tout ça. Donc en tout cas, voilà, encore une fois, merci pour votre confiance. Euh, on a des questions. Donc, euh, Dis-moi tout. alors, quelqu'un anonyme, donc je n'ai pas le prénom, mais nous dit, l'alcool est fortement déconseillé, voire interdit en traitement immunothérapie. Peut-on boire un petit verre? Tout le monde ne comprend pas l'interdit et le répéter me stresse, comme si c'était une obligation. Fanny. Je ne sais pas répondre à cette question et je m'excuse auprès de quelqu'un. Parce que je suis médecin, mais psychiatre et donc en plus, je pense que ça dépend vraiment de la situation, du type de tumeur, du type de traitement. Donc je ne pourrais pas répondre et évidemment, en tant que médecin, ma réponse de prudence serait de dire plutôt non. Après, un petit verre, qu'est-ce que c'est? Une gorgée, et cetera. Pourquoi pas? Mais je dirais plutôt non quand même. Je pense que là, pareil, différentes solutions, ça dépend des personnalités, ça dépend si on ose en parler, mais ce point de l'adaptation finalement du menu, je sais que moi, c'est quelque chose qui revenait beaucoup chez mes patients. Il y a des personnes qui vont avoir peur justement de oh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que et d'ailleurs même les aidants ou même les personnes qui accueillent, moi j'ai des souvenirs d'aidants qui me disaient qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup j'élimine le champagne? Est-ce que je fais un menu super simple pour tout le monde pour pas stigmatiser la personne malade? Est-ce qu'on est tous à l'eau ou au contraire est-ce qu'on fait notre menu à nous pour parce que finalement ça peut la culpabiliser qu'on change et nous on a du vin et du champagne mais lui on lui propose des boissons sans alcool. Il existe maintenant même des bières, le champomis pour les enfants, etc. qui peuvent être quand même festifs mais qui sont sans alcool. Donc les aidants, sachez que les aidants se posent aussi cette question, tout comme les patients. Il y a des patients qui vont vraiment préférer avoir leur menu à eux, leur bouteille à eux. Ça va pas les stigmatiser, et au contraire, ça va simplifier, alors que d'autres vont trouver ça d'être une délicate attention, que le menu soit le même et très simple pour tout le monde et que tout le monde soit à l'eau pour s'aligner. Finalement, comme dans d'autres occasions, pour une grossesse par exemple, bah, il y a des familles qui vont tous être à l'eau parce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte ou d'autres qui vont mettre la personne à part et qui ne va pas non plus manger la même chose. Donc là, pareil, je pense qu'il faut communiquer. Alors, vous avez l'air de dire qu'il y a des personnes qui comprennent pas trop et qu'il faut réexpliquer. Peut-être que vous pouvez charger des émissaires, hein, tu le disais, Anne-Sophie, pour que ce soit pas vous qui soyez en boucle à expliquer, ben non, je suis malade, j'ai tel traitement et du coup, je peux pas prendre de l'alcool, hein, et qu'on vous dise pas, oh, mais si, juste un petit verre, etc. Peut-être que vous pouvez vous charger d'avoir une ou deux épaules solides sur lesquelles vous appuyez et qui vont un peu aller parler pour vous, être attentif à ce qu'on vous sert, pouvoir dire, ben non, elle boit pas, elle est malade en ce moment, c'est pas compatible avec ses traitements, point barre. Vous pouvez vous trouver finalement
des partenaires qui vont vous donner un petit coup de pouce sur le moment. Ouais, je pense que déjà, il y a l'obligation de boire n'est pas pour tout le monde. Et donc, faut pas se sentir obligé d'eux. Se justifier, effectivement, c'est agaçant. Devoir le répéter, c'est fatigant pour vous. Donc, je pense que dans ce cas-là, effectivement, trouver des gens qui pourront se faire vos avocats s'il y a besoin, ou en tout cas faire passer le message en amont, c'est toujours possible. Et il y aura toujours des petites âmes bienveillantes qui seront là pour proposer ça. Je pense aussi, moi, de manière proactive, je vous conseillerais de venir avec votre propre boisson. Souvent, quand on va chez quelqu'un pour un dîner, la coutume veut qu'on amène une bouteille ou quelque chose pour contribuer au repas de la personne qui nous invite. Moi, je vous inviterais à prendre une boisson qui vous convienne à vous, qui soit un jus, soit un pétillant, soit... Et aujourd'hui, comme disait Fanny, tout un tas de bouteilles qui sont d'aspect alcool, mais qui sont sans alcool et qui vous permettraient de pouvoir tout autant passer une bonne soirée sans pour autant consommer d'alcool. Voilà, il y a plein de manières d'aborder les choses. Et pour le sujet des repas, c'est juste effectivement sur la personne qui reçoit de faire passer en amont les restrictions alimentaires ou les choses qui ne peuvent pas être mangées. Par exemple, on sait très bien que selon certains traitements, manger trop de sel, c'est pas possible, ou manger des agrumes. Enfin, il y a quelques contre-indications selon certains aliments et puis selon les goûts des gens. Et donc, dans ce cas-là, comme pour n'importe quel autre dîner, où par exemple, on a quelqu'un de végétarien ou qui mange pas de gluten, on fait remonter à la personne qui invite. Voilà, par contre, moi, je mange pas ça. Donc, si on peut soit prévoir une option pour moi, soit juste, je mangerai juste l'accompagnement, mais sans forcément mettre de pression à la personne qui invite, qui reçoit, mais juste de dire, voilà, moi, j'ai telle et telle contrainte alimentaire. Contrainte alimentaire. Vous pouvez même, si vraiment il y a de grosses, grosses contraintes alimentaires, dire, bah, moi, je peux aussi te proposer de ramener juste une part pour moi. Selon ce que tu vas faire, je peux prévoir de cuisiner à la maison en avance. Et comme ça, on aura juste à faire réchauffer le jour J et on fera comme si de rien n'était. Et l'ensemble des convives ne sera pas forcément conscient qu'il y a une adaptation pour moi. En fait, tout est possible. Et en fait, on revient au fil rouge de cette conversation, c'est effectivement d'en parler et de faire remonter l'information. Je veux dire, ceux qui accueillent pour Noël sont très heureux d'accueillir et ont pour envie de pouvoir proposer un événement qui satisfasse tout le monde et qui fasse plaisir à tout le monde. Donc, plaisir est aussi associé à ce que vous pouvez manger, ce que vous pouvez boire. Donc, à partir de là, vous pouvez être proactif. Vous pouvez aussi donc à la fois communiquer ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger, boire ou ne pouvez pas boire. Et en fonction de ça, effectivement, seront adaptés les menus, les boissons. Je veux dire, le, le cœur de l'événement, c'est quand même de se voir et d'être ensemble. Hein. C'est pas forcément ce qu'il y a dans l'assiette ou dans le verre. Et exactement, je pense qu'on reparle communication et du coup de préparer en amont, d'anticiper sur ce qu'on attend, ce dont on est capable, pas capable. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on peut dire, bah, moi, j'irai peut-être me faire une sieste, etc. Sur ce qu'on attend de tout, en fait. On prépare l'événement différemment. Les invités, qui sait, est-ce que les gens sont au courant de notre maladie ou pas? Est-ce qu'ils nous ont vus depuis longtemps ou pas? Les cadeaux, on n'en fait pas. Peut-être que les finances, elles sont un peu mises à mal par la maladie. Les horaires, est-ce qu'on les change ou pas? Le menu, l'alcool, qu'est-ce qu'on peut faire et pas à faire, de quoi on est capable, pas capable, est-ce qu'on a envie d'évoquer la maladie ou pas, est-ce qu'on a envie d'être traité comme tout le monde ou pas. En fait, tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare et plus on crève les abcès d'une certaine façon en amont, et ben plus on va diminuer la sensation de malaise et de maladresse, que ce soit pour soi et pour les autres le jour venu, et donc plus le moment, enfin meilleur sera le moment parce qu'on l'aura bien préparé et qu'il n'y aura pas de malaise ni d'un côté ni de l'autre en fait. Je Tout à conclurai fait. là-dessus. Et en fait, du coup, c'est assez en lien. Je pense que Catherine, on a déjà plus ou moins répondu à votre question. Mais Catherine qui disait, oui, il faut discuter avec sa famille, mais comment gérer un repas à plusieurs pour éviter de priver tout le monde ou faire plusieurs repas quand on a beaucoup de restrictions alimentaires. Je pense qu'on vient aussi déjà un peu de couvrir le sujet. Tu as répondu, hein, effectivement, en ce cas, peut-être proposer de faire sa propre cuisine, sa propre boisson, ou alors, encore une fois, peut-être de réinventer aussi un peu Noël, de se dire que c'est pas un repas entier, mais un goûter, ou de faire une forme de buffet où chacun se sert et où, du coup, il y a des choses qui pourront correspondre à ce que vous
vous pouvez manger. Voilà, tout ça sont aussi, c'est des solutions. Ou aller au resto, où on se dit que, sauf si vous êtes trop fatigué, mais aller se faire un resto où du coup il y a plusieurs menus et chacun fait ce qu'il veut, etc., etc. Il y a d'autres façons de faire, mais évidemment, du coup, ça se prépare. C'est pas un événement, mais de toute façon, ça se prépare Noël. Tu le disais, Anne-Sophie. Si Ah, on t'entend plus, Fanny. Ah, vas-y. On t'entendait plus. On n'a pas entendu le titre de ta de phrase. ta... Ah, Ah, donc on on va va régler le petit sujet technique. technique. Euh, Euh, donc, donc, pour pour continuer, continuer, je voulais aborder un aborder peu un aussi peu au le sujet sujet s'il y a une s'il y a une urgence urgence médicale ou médicale ou si si malheureusement on malheureusement peut avoir il peut y avoir une une hospitalisation hospitalisation ou une ou une chimio chimio qui tombe le tombe le 24 ou 24 le ou 20. 25. Comment Comment appréhender après, effectivement ce effectivement, temps ce qui est temps qui est censé être censé festif de Noël quand on quand est loin de on est ses loin de proches en en hospitalisation? hospitalisation. Euh, Ça, Ça, c'est c'est un un sujet effectivement auquel on peut faire face. Et donc, il y a plusieurs manière de pouvoir appréhender le sujet. Et puis déjà, même si on est en hospitalisation, on est aussi entouré de gens. Et souvent, les équipes soignantes sont particulièrement à l'écoute et bienveillantes ces fameux jours de Noël, du Nouvel An, parce que effectivement, ils sont aussi conscients que pour les patients qui sont à l'hôpital, ils l'ont pas forcément choisi. Et les traitements non plus ne sont pas forcément choisis. Et donc, de pouvoir permettre de quand même célébrer ce temps joyeux avec le personnel soignant. Souvent, il y a un petit sapin qui est fait dans le service. Les infirmières font le tour. Des fois, des associations offrent des cadeaux aux patients qui sont dans les services. Donc, il y a quand même du lien humain qui est maintenu à l'hôpital. Et puis, en fait, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, euh, Noël, c'est aussi un prétexte à se retrouver, un moment festif en famille. Et ce moment-là, encore une fois, c'est pas une date qui va le définir, ça dépend aussi de quand est-ce que nous, on est disponible et en état, en énergie. Et donc, si ça doit être un 18 décembre ou si ça doit être un 28 décembre, c'est OK. Et donc, du coup, cette date du 24-25, oui, bah, si on est à l'hôpital, c'est pas cool, c'est pas drôle, c'est pas sympa. Ça peut être triste, surtout que on peut avoir ses proches qui sont tous ensemble à la maison et nous envoyer des messages ou nous faire des vidéos pour qu'on se sente moins seul. Je pense que c'est aussi un moment où il faut se dire, bah voilà, on est heureux qu'ils soient tous ensemble, on aimerait y être, mais on doit prendre soin de nous et recevoir ces traitements qui quand même vont nous soigner. Et donc de se dire, bah en fait, je me réjouis de la date à venir qui sera ultérieure au 24-25, mais qui permettra de célébrer Noël tous ensemble. Et c'est vraiment de profiter de ces moments tous ensemble. Fanny, je te laisse compléter. Ouais, j'ai bugué. Pas de J'ai bugué, problème. mais voilà, revenu. Sarah, je veux bien que tu me remettes le chat, je ne le vois plus. Excusez-moi, on fait notre petite popote en interne. J'imagine que vous avez parlé du sujet Et de de l'hospitalisation, si on doit être l'hospitalisation. hospitalisé pour le 24-25 ou le premier de l'an, par exemple, le 31 ou le premier. Alors, et donc peut-être pour compléter, enfin, je suis revenue en cours de route et je m'en excuse, mais en fait, moi, j'ai aussi parfois vu des patients qui préféraient être hospitalisés. Et donc, en fait, tout est finalement possible. Il y a des patients qui se sentent plus, c'est peut-être ça que je vais rajouter, moi, des patients qui se sentent plus à l'aise, plus en sécurité à l'hôpital. Et finalement, bah, c'est pareil. Pour un aidant, je trouve que ça peut être assez difficile à vivre, mais il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas mettre la pression. Parfois, il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont là, oh là là, pourvu que je sorte le 24, le 25, il ne faut pas en faire tout un truc. Si on n'est pas sorti le 24 ou le 25, tu le disais, eh ben, on pourra faire Noël plus tard. Et il y a d'autres patients, au contraire, qui demandent, alors qu'ils pourraient sortir le 24 ou le 25, qui préfèrent rester 48, 72 heures de plus parce qu'ils ne le sentent pas, parce qu'ils ont envie d'être dans leur petit cocon, dans leur bulle, qu'ils ont envie d'être proches des soignants, qui s'inquiètent finalement qu'il y ait trop de pression à l'extérieur. Et là, je parle plus aux aidants qu'aux patients. C'est vraiment le choix du patient. Il est à respecter.
c'est pas qu'on nous aime pas, qu'on n'a pas envie d'être les uns avec les autres, etc. Mais parfois, il y a des patients qui préfèrent se mettre dans une petite bulle de protection. Et je redis ce que je disais tout à l'heure, hôpital ou pas hôpital, vraiment, il faut quand même, un de mes conseils, c'est de ne se forcer en rien, de faire confiance quand même en son corps. Et donc, si on ne le sent pas, psychologiquement ou physiquement, honnêtement, on ne le fait pas, quoi. Ça me Ouais. paraissait important de le dire. Et puis, si vous avez une crainte, j'y pense là quand tu parlais du cocon et de la protection, si vous avez des craintes, effectivement, parce que vous avez des prises de sang avec des globules blancs bas ou avec, avec une immunité qui est basse, n'hésitez pas aussi à rappeler les gestes barrières et les gestes Covid qu'on avait il y a encore malheureusement quelques temps en arrière. Et donc, voilà, s'il faut demander aux proches de porter un masque ou d'utiliser du gel hydroalcoolique avant de se toucher ou d'être ensemble dans la même pièce, c'est OK. En fait, tout ça, c'est peut être entendu puisqu'effectivement, c'est dans un souci que vous puissiez être présent et que vous puissiez profiter de la fête comme ceux qui ne sont pas malades, en fait. Donc, encore une fois, tout est dans le sujet, effectivement, de pouvoir se parler et qui de mieux que nos proches, de pouvoir entendre tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous anime, à la fois dans la joie et à la fois dans les choses qui nous inquiètent. Et je pense que ce qu'ils ont à cœur, c'est de faire en sorte qu'on soit le mieux possible. Un autre conseil que j'ai, un conseil concret pour compléter, c'est peut-être, on disait un préparation, préparation, préparation. Quand on n'a pas vu des gens depuis un petit moment, là, tout à l'heure, je vous disais ça et du coup, ça m'y fait penser. Moi, je conseillais aux patients d'éventuellement faire une visio en amont, parce qu'il peut aussi y avoir une crainte autour de son apparence physique, surtout quand on n'a pas vu des gens depuis longtemps. On a peur qu'ils, toujours pareil, dans une forme de culpabilité, comme si c'était votre faute de plus avoir de cheveux ou d'avoir maigri ou etc. Ou de pas avoir le teint très frais. Eh bien, ce changement d'apparence physique, il n'est pas votre faute et vous n'avez pas à culpabiliser parce que les autres peuvent être déstabilisés. En revanche, c'est peut-être bien pour vous comme pour eux, pour pas vous mettre la pression, encore une fois, pour crever les abcès, pour éviter les maladresses, et pour pas qu'il y ait de tension ou de malaise en fait, parce que dans ces moments-là, bah, vous-même vous n'allez pas savoir comment réagir, les autres non plus. Du coup, les réactions elles sont pas forcément celles que l'on attend. Il y en a qui vont commencer à vous éviter, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est les prendre dans vos bras, mais peut-être qu'ils vous trouvent frêles et puis qu'ils vont pas oser. Ou au contraire, on va venir vous bassiner avec des questions là où vous n'en avez pas du tout envie. Donc peut-être de faire une visio, notamment avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, pour leur dire, bah, tu sais, je préfère qu'on se voit une petite fois en FaceTime ou autre pour te montrer, parce que bon, bah là, j'ai pas ma tête de Noël dernier, peut-être je porte une perruque, j'ai grossi, j'ai maigri. Expliquer aussi, hein. Je porte une perruque, et peut-être aux enfants, aux ados, on n'en a pas parlé, et les cousins, les neveux et nièces, ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Encore une fois, c'est la communication, et donc expliquer, bah moi, là, je porte une perruque parce que mes cheveux sont tombés avec tel ou tel traitement, j'ai maigri parce que mon teint n'est pas le même, parce que je suis fatiguée et peut-être que je vais devoir aller m'allonger, parce que les traitements font ceci et cela. Et donc, faire une visio pour bien expliquer, je mangerai différemment parce que, encore une fois, toujours le même principe. Plus les choses sont dites en amont, moins il y aura de questions, plus tout le monde est à l'aise, plus les proches sont rassurés et plus on passe un moment sympa. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a Isabelle qui nous a écrit: Tous les jours sont une fête, profitons simplement de chaque instant. On est complètement raccord, Isabelle, Voilà, c'est Noël, c'est la complètement. fête de tous les jours. Et Christelle nous écrit en nous disant: Malheureusement, le malade est pointé du doigt, même dans la communication et ou dans la préparation. On est heureux d'être en famille, mais tout le monde ne comprend pas la maladie. C'est difficile de répondre à ce témoignage. Ben, j'aurais plein de questions à lui poser. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas comprendre en fait la maladie? Mais évidemment, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est une histoire de compréhension, mais c'est sans doute aussi une histoire d'acceptation et d'acceptation de
de rapport en fait à la maladie. Chacun a un rapport très différent et c'est vrai que c'est super dur quand on est patient. Il faut aussi être patient avec les autres et même ceux qui nous sont très proches et ça peut faire mal et ça peut être déroutant, ça peut être très déstabilisant quand c'est nos tout proches. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de faire preuve d'indulgence, même si c'est dur et même si on a envie de se rebeller parce qu'on a déjà suffisamment apporté. Essayons de nous dire que c'est pas une histoire de non-compréhension, mais peut-être de refus d'acceptation, de rejet, et non pas de rejet de vous, mais de rejet de ce qui vous arrive, de rejet de la maladie, de peur aussi, hein, parce que évidemment la personne malade, elle renvoie à sa propre mortalité, à sa propre maladie potentielle, au propre, bah voilà, hein, ça fait éprouver à tous qu'on est mortel. Hein, c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier au quotidien. Et une personne malade, eh bien, comme une personne accidentée, elle va nous le faire, nous rappeler, et c'est très déroutant. Et donc, je sais que c'est un chemin long et compliqué et qu'il faut faire preuve d'indulgence avec les autres, même si on n'a pas envie de se taper ça en plus de tout le reste. Mais je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, l'histoire de la mauvaise compréhension. Il y a souvent quelque chose d'autre derrière. Et il faut essayer de pousser et de décortiquer, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec Fanny. Je pense que effectivement chacun réagit de manière différente quand on annonce la maladie. Il y a des gens qui vont pleurer dans vos bras, il y a des gens qui vont se dire bats-toi, il y a des gens. Enfin, je pense que ça renvoie chacun à sa propre mortalité, à sa propre vie, à ses propres choix. Cette maladie, on la choisit pas, donc quand elle survient, souvent c'est la surprise. Et effectivement, l'annoncer à nos proches, c'est souvent aussi source de réactions qu'on n'anticipait pas. Et effectivement, je pense que euh, c'est effectivement de creuser un peu et de se dire bah, peut-être qu'en fait, ça renvoie la personne à des choses qui sont inconfortables pour elle. Et donc, au lieu de se remettre en question, elle va vous pointer du doigt pour ne pas forcément se poser ses questions propres à elle-même, en fait. Peut-être que c'est une manière d'éviter et de renvoyer la balle plutôt que de se dire 2 secondes, non mais en fait c'est peut-être moi qui ai un souci avec cette maladie ou c'est moi qui ai un souci avec cette réalité en fait qu'elle me renvoie. Et donc, je pense qu'effectivement, j'apporterais beaucoup de douceur. Et puis, je pense que ce serait aussi, dans ce cas-là, un peu comme j'ai tout à l'heure, d'être proactif dans, bah écoute, je bois pas d'alcool, mais je vais ramener une boisson. Je mange pas telle ou telle chose, mais je peux ramener un plat. Ou mon mari ou ma conjointe peut proposer une alternative. Ou je peux juste manger les accompagnements ou les entrées. J'ai pas trop d'appétit en ce moment, donc t'embête pas pour moi pour le repas. Enfin, je pense qu'il y a plein de pirouettes à trouver là-dessus. Mais effectivement, il ne faut pas que ce soit non plus une culpabilité pour vous de vous pointer à Noël si effectivement déjà vous avez l'impression d'être pointé du doigt et que vous êtes un peu le petit canard, le petit canard avec voilà qui pose problème entre guillemets. C'est pas du tout le cas et je pense qu'effectivement, comme disait Fanny, ça cache des choses derrière dans la réaction de certaines personnes et que effectivement peut-être par automatisme, c'est plus simple de renvoyer la balle que de se remettre en question 2 secondes. Donc, je pense que C'est important de se respecter soi dans ces moments-là, d'être bienveillant avec vous-même et donc de pas non plus vous forcer, d'écouter votre souhait profond. On le disait, il y a des patients finalement qui préfèrent rester hospitalisés et ben ou si il y en a qui préfèrent rester seuls, parce que, bah, les personnes avec qui elles vont être dont elles vont être entourées, bah, elles savent que ça va peut-être pas forcément, bien se passer. Chaque personne vit différemment cette période et donc vraiment ne vous forcez en rien et écoutez-vous si vous n'en avez pas envie. Je rajoute peut-être un conseil important, tout bête, hein, mais justement, on n'y pense pas, et d'en parler à vos soignants parce qu'on a l'impression, peut-être en tant que patient, que c'est quelque chose de futile. On va pas oser parler de ça à son oncologue ou à son infirmière. Qu'est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux boire un petit coup ou pas? Est-ce que je suis autorisée à décaler une date de chimiothérapie? Est-ce que je peux décaler l'heure de prise de mon traitement? Parce que ça aussi, c'est un truc pas tellement agréable. Si je dois prendre 14 comprimés devant tout le monde à table, etc. Donc, toutes ces questions qui peuvent paraître, donc je rappelle, il n'y a pas de questions futiles, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Si jamais on dit toujours si on pose une question, au pire, on se sent bête 5 minutes, mais si on la pose pas, on va être bête toute sa vie. Donc, voilà, vous pouvez bien sûr, c'est pas du tout futile, c'est même super
super important, ces petites choses de la vie du quotidien. Donc, n'hésitez pas à demander à votre oncologue, à votre médecin, à votre équipe soignante, tout ce qui est prise de traitement, les trucs pratico-pratiques. Ils peuvent aussi être là pour ça et vous écouter sur le sujet et vous donner deux, trois astuces aussi, hein, je pense. Tout à fait. Il y a Isabelle qui commande d'ailleurs en disant l'explication en amont ne doit pas non plus devenir une justification constante. Et Non, mais effectivement, on est complètement d'accord avec ça, c'est évident. tout à fait. Donc, il faut aussi respecter un peu ses limites et à un moment donné, en ce cas, bah, lâcher, hein. Et d'ailleurs, il y a Hélène qui rajoute en complément, bonsoir, je passe toujours les fêtes avec mes enfants, je m'occupais de tout et depuis ma maladie, ils organisent tout, ils savent ce que je peux manger et boire car je leur ai dit tout, je m'occupe juste de la décoration et je pense qu'il faut être avec des gens qui vous comprennent. Exactement. Bon, bah, ça, c'est un très bon résumé. C'est génial. Ça a très bien fonctionné. Mais et encore une fois, je le redis parce que je repense à ce matin là où on parlait justement de cette pression des fêtes et des fêtes de fin d'année. On a évoqué Noël, mais c'est la fin d'année de façon générale. Elle est déjà présente dans la population générale, même sans être malade. Et donc, évidemment que quand on est malade, ça va poser encore plus de préoccupations, mais c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut être justement encore plus dans se forcer, sourire, respect de la tradition, etc. Il y a ce truc quand même qui met beaucoup la pression autour des fêtes de fin d'année. C'est véhiculé par évidemment bah, les médias, les réseaux sociaux, les publicités, les téléfilms de Noël. Ah, il faut être heureux à Noël. On n'a pas, c'est pas autorisé de faire autrement. Eh bien, si, c'est tout à fait autorisé de faire autrement. Il n'y a pas de loi contre ça. Donc, chacun fait Noël et les fêtes de fin d'année comme il le souhaite. Et je sais que les fêtes de fin d'année, au-delà de Noël, c'est souvent la question du bilan. Et alors moi, je sais que c'est un truc, je déteste Oncle Michel que je vois une fois par an et qui va me dire alors, et toi, quoi de neuf? Bah, rien de neuf, justement. Et c'est assez difficile de pouvoir de se dire ça. On a parfois l'impression que les gens attendent de nous énormément. Ça, c'est le bilan de qu'est-ce que j'ai fait cette année. Et alors, évidemment, ce qui vaut quand on va bien, et ben, quand on a été malade ou quand on est malade et que notre année, elle a tourné autour de la maladie, de l'hôpital et des soins de chimiothérapie et de l'opération, quoi de neuf cette année? Ah ben, le bilan annuel, c'est sûr qu'il est lourd et qu'il est difficile à vivre et on n'a peut-être pas envie de se poser justement pour faire le bilan de son année. Mais ça, c'est autorisé aussi, en fait, hein. Pas non plus de pression sur cette idée de changement d'année, de bilan, de bonnes résolutions, etc. Toutes ces choses-là qui sont beaucoup, beaucoup véhiculées par la société actuelle. On doit encore plus réussir à s'en détacher quand on est malade, mais c'est pas facile parce qu'en fait, justement, on y arrive encore moins parce qu'on se met une pression tout seul. Bah, encore une fois, c'est très clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense aussi que quand tu parles des bonnes résolutions, des vœux de la nouvelle année, moi, je sais que ce qui m'agaçait, c'était bon, et surtout une bonne santé, hein. Et on te tape dans le dos, ou on te fait un gros clin d'œil bien lourd, et où tu te dis non, mais merci, merci, mais en fait. Enfin, en tant que patiente, ça dépendait du niveau d'énergie que j'avais et de la fatigue accumulée, mais je trouvais que c'était un peu agaçant. C'est comme quand certains de mes proches me disaient, mais t'inquiète pas, les cheveux, ça va repousser. Oui, mais en fait, tu t'es pas rasé la tête, donc tu sais pas ce que ça fait. Et en fait, tant que tes cheveux n'ont pas commencé à repousser, on va pas s'en parler parce que là, je suis un peu agacée. Et je pense que toutes ces maladresses, bah, en fait, ça fait partie des maladresses des proches qui sont pas passés par la maladie, qui connaissent pas cette réalité et donc qui soit parce qu'ils sont mal à l'aise du blanc dans la conversation, soit parce qu'ils ont besoin de remplir, ou juste de se rassurer eux-mêmes en se disant ces choses-là, en vous disant ces choses-là, bah en fait, je pense qu'il ne faut pas les prendre personnellement. Soit on les prend à la rigolade, soit on dit juste oui, merci, et on passe à autre chose. Et effectivement, ces vœux de nouvelle année, bah, on les prend pas, on n'en dit pas. Je pense que chacun le fera comme il le sent. Encore une fois, c'est bien s'écouter et dire ce qui est juste pour soi. Mais effectivement, les bonnes résolutions, alors tu vas faire quoi de mieux cette année? C'est quoi ton bilan, comme disait Fanny? Ou encore, ah bah, je te souhaite plein de bonheur et puis surtout plein de santé. Oui, bah ça, c'était un peu évident. Donc en fait, juste, on va pas en parler, on va parler d'autre chose. Et puis en fait, c'est aussi le côté je pense que ces gens-là sont aussi beaucoup dans la projection. Et moi, j'avais souvent tendance à dire, ouais, mais enfin, on est là tout.
suite maintenant, en fait. Donc, est-ce qu'on ne profiterait pas de là tout de suite maintenant de se dire on a envie de passer un bon moment et de pas se dire toute l'année 2024 ou 2025 ou peu importe, elle doit être ça ou ça ou ça, remplie de ça ou ça ou ça. En fait, on ne sait pas. Donc, en fait, autant remplir aujourd'hui de ce qu'on a envie et on verra demain pour la suite. On a On a Christelle. ça me fait ça ah, il y a une question peut-être? Non, il y a juste Christelle qui écrivait en disant je déteste cette phrase. Bonne année, bonne santé ou meilleure santé. Non, mais ça me rappelle. Alors évidemment, il faut avoir pris un petit peu de recul, mais on a co-construit, enfin, c'est pas le terme, mais on a co-construit avec Noémie Silberg, qui est une jeune femme formidable, une série de podcasts que je vous invite à écouter qui s'appelle Ressources. Et bah, Noémie, elle a perdu son mari et elle a trouvé des ressources en elle, jeune, hein, elle a 2 enfants, et elle a trouvé des ressources en elle pour aller mieux malgré tout. Et elle interviewe des personnes qui ont eu un drame dans leur vie, pas forcément liées à la maladie, hein. Elle a interviewé plein de personnes différentes et qui parlent de leurs ressources intérieures. Et une des ressources qui revient, mais évidemment, il faut avoir pris un petit peu de recul, mais Noémie, elle en a fait une force, c'est un peu ce truc d'humour. Quand elle a reçu, par exemple, les faire-part, des faire-part de condoléances, etc., ou les petits mots, comme ça, elle s'est fait un cahier, en fait, de toutes ses maladresses. Sur le moment, on peut très mal le vivre, mais quelques temps plus tard, on peut réussir à en sourire parce que c'est jamais mal intentionné. En effet, ce sont des maladresses, mais n'hésitez pas un peu plus tard à les noter, à revenir dessus. Et ça permet de prendre un peu du recul aussi, de noter et pouvoir un peu en sourire et de tirer de ce drame, bah, finalement aussi un petit peu d'humour, de se détacher de ce petit bruit de fond et de se dire ah ouais quand même il y en a, c'est c'est quand même pas facile. Notez ces petites coquilles, ça fait du bien et ça fait du bien de pouvoir en rire et de prendre du recul dessus. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir terminer cette conversation avec ce que Isabelle nous a écrit. Elle nous écrit finalement la vie, trois petits points. C'est simplement ne pas se mettre la pression et être avec le, là ou les personnes qui comprennent réellement et arrêter de vivre pour les autres. Je trouve que Bon, c'est pas mal Isabelle, résumé. elle va pouvoir prendre notre place. Moi, je C'est dis ça. merci C'est beaucoup. c'est pas mal résumé. Cécile nous met merci beaucoup et bon Noël. Isabelle écrit ensuite exactement d'accord, Fanny. Nous avons toutes et tous de grandes ressources en nous insoupçonnées. La vie est une série d'épreuves. Et c'est vrai, et la ressource, c'est ça, c'est vraiment, on touche le fond de la piscine et ça va être quoi le petit ressort qui va juste nous faire pousser pour remonter. Et en fait, on ne sait pas qu'on en a tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose de difficile, mais en fait, on les a tous, ces ressorts. Il faut les trouver au fond de soi. Et ben, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année ou pas. Je ne sais même plus si j'ai le droit de dire la formule, mais en tout cas, déjà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne soirée. Et n'oubliez pas le questionnaire. Sarah, elle va nous disputer et on l'entend pas parce que tu n'as pas mis ton micro. Et si Non, non, jamais vous ne répondez pas au questionnaire, après, nous, on se fait taper sur les doigts. j'allais le rappeler. Vous allez avoir là effectivement quelques questions de sondage. Et voilà, comme Fanny, moi je vous souhaite que cette fin d'année se passe de manière aussi douce que possible, que effectivement les traitements ne vous embêtent pas trop et que vous puissiez profiter de moments doux, joyeux, d'amour avec les gens que vous aimez. C'est bien ça, en tout cas, ce qu'on a compris de ces fêtes de fin d'année. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On pensera bien à vous. Chez Résilience, on ne s'arrête pas pendant les fêtes, donc on continuera de vous produire des contenus, des vidéos, des podcasts, des articles pour effectivement continuer de vous apporter des ressources pour faire face à votre quotidien de patient. Et toute l'équipe se joint à nous pour effectivement voilà, vous souhaiter de belles de belles fêtes de fin d'année. Euh, et on pense bien à vous. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Bonne soirée! Et on vous souhaite une bonne soirée.